13h15, c'est la fin de ce journal. Voici le rappel des principaux titres. Avec des travaux enfin annoncés pour l'accès au quartier Préfontaine de Macouria, compromis trouvé à l'issue d'une nouvelle mobilisation des habitants. Et puis ces ateliers proposés par l'ADI dans toute la Guyane pour aider les femmes à créer leur entreprise. À 13h15, comme tous les jours de la semaine, nous retrouvons notre invité politique, comme ligne de mire ces élections législatives, premier tour le 11 juin. Aujourd'hui, notre invitée est Jessica Delard-René, interrogée par vous, Mélodie Nourri. Bonjour Franck, bonjour Jessica Delard-René. Donc ils sont 27 candidats aux législatives en Guyane, 18 dans la première circonscription, 9 dans la seconde. Vous vous présentez dans la première avec votre remplaçant ainsi Clette. Vous êtes originaire de Matoury, vous êtes une mère de famille. Non, alors on m'a... Détournelle Naomi. Ah d'accord, donc c'est pas ce qui a été écrit sur ma liste, autant pour moi. Donc voilà, vous êtes bien originaire de Matoury. Alors, j'ai grandi à Matoury, à Cayenne principalement aussi. Voilà. Parce que j'ai vécu pendant toute ma jeunesse sur Cayenne, puis on est parti à Matoury, après on est retourné un petit peu sur Cayenne. Donc le Cayenne, c'est un peu voilà, que vous tout connaissez. Tout à fait. Vous avez 39 ans. Et on a découvert que vous étiez candidate à la députation au moment du dépôt des candidatures en préfecture. Vous n'avez jamais été élue. Alors, quelle vision vous avez, vous, de cette politique c'est un mot un peu qu'on a un peu galvaudé, c'est la politique politicienne, c'est-à-dire cette manière de faire la politique comme une carrière, comme un métier. Vous, qu'est-ce que vous voulez apporter de différent? Alors, déjà, ma vision, les valeurs. Parce qu'effectivement, ma candidature est portée par mon indignation vis-à-vis de toutes ces incohérences, tous ces comportements déviants que l'on veut associer à la politique, alors qu'en réalité, ce ne sont que des comportements déviants humains qu'on va retrouver dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Mais dans le domaine de la politique, il est amplifié parce que, comme vous parliez de carrière politique, cette carrière politique est nourrie par énormément d'avantages, tant sur le plan matériel qu'économique. Et ce sont ces avantages-là qui créent un appel d'air et qui poussent un certain profil de personnes à vouloir à tout prix obtenir le pouvoir, l'autonomie. Les indemnités. Mais bien sûr, c'est excessif. Et c'est le cas sur les députés sortants, ou les autres candidats actuels? Pardon? C'est le cas également sur les députés sortants. Vous avez cette affirmation, voilà, ce porte alors, aussi sur eux. Je ne vais pas cibler parce que là, on me demande de juger des personnes. Je ne juge pas les personnes, je juge la pensée. La pensée politicienne qui va pousser certaines personnes à agir d'une certaine façon. Donc, c'est cette pensée politicienne que je combats. Et on ne peut pas la changer parce qu'elle existe depuis le XVIIIe siècle. Elle se fonde sur des rapports de domination, de conquête, de manipulation. Tout ce qu'on peut faire, c'est apporter notre vision nouvelle, basée sur de la... image un peu péjorative, un peu défaitiste de... Non, elle est réaliste. Elle est réaliste parce qu'effectivement, dans le XVIIIe siècle, c'était l'esprit de conquête. C'était l'esprit où le pouvoir devait dominer le reste de la société. On est dans du 21e siècle et cet esprit-là est maintenu. Pourquoi est-ce qu'on donne autant de privilèges aux élus? C'est aussi pour les maintenir dans un statut de supériorité. Alors quand les indemnités, quand on a constitué l'Assemblée nationale, les indemnités, elles ont été mises en place pour que justement chacun puisse se présenter, les gens issus du peuple, on va dire entre guillemets, et aussi ceux qui étaient un peu plus... qui étaient nantis en fait. Donc cette indemnité-là, c'était pour pouvoir mettre tout le monde sur le pied d'égalité, parce que pas tout le monde avait un métier. Donc c'est aussi peut-être une manière de rétablir un équilibre, une justice. Alors non, si ça avait été fait de manière saine, c'est excessif pour moi. Parce qu'on peut prendre l'exemple de la Finlande, par exemple, où les élus n'ont pas accès à autant de privilèges. Parce qu'à peu près 5 000 € d'indemnité, pour vous, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce qu'à côté, on dit 5 000 € d'indemnité, mais on ne compte pas tous les avantages en nature. On est à 19 000 € par mois en avantages en nature, plus les indemnités. Même pour un député qui fait bien son travail en toute transparence, qui utilise cet argent pour aussi son travail parlementaire,
Vous estimez que c'est trop? Il a une enveloppe pour son travail parlementaire en plus de cette indemnité. Voilà, il a environ 10 500 € en plus pour financer le salaire de ses attachés parlementaires pour ce travail parlementaire. Donc c'est trop. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je m'engage à céder une partie de mon indemnité pour financer des projets éducatifs. Parce que l'éducation est le pilier de la société moderne et développée. On ne peut pas, et c'est aussi un message que je lance en disant que on ne peut pas nous acheter, on ne peut pas nous engraisser. On a des idées, on a des idéaux, on a la volonté d'accompagner nos porteurs de projets, notre population, vers mieux vivre. Donc cette vision-là que vous voulez apporter à travers votre Tout à fait, que les valeurs humaines soient au centre de la politique, car nos valeurs nous servent de garde-fous. C'est ce qui va nous empêcher de partir dans des excès inappropriés. On a besoin de ces garde-fous pour nous rappeler qu'on est là pour servir la population avant tout. Donc pour vous, la place de la société civile, elle est là, cet apport-là. C'est elle le noyau de toute activité, de tout développement économique. Et c'est cette société civile qu'il faut protéger et accompagner. Quand je parle des porteurs de projets, je ne parle pas uniquement des associations, des chefs d'entreprise. Je parle de monsieur et madame tout le monde qui a envie d'investir dans un logement, de l'élève, l'étudiant qui a envie d'un petit prêt pour partir faire un stage à l'étranger. Tout cela, ce sont des porteurs de projets. Donc finalement, chaque individu est un porteur de projet. Malheureusement, ces porteurs de projets sont bloqués par tout un système. Et ce qui remonte souvent, c'est des blocages tant politiques que financiers. Les politiques bloquent, les finances bloquent, les financeurs bloquent. Donc il faut comprendre d'où viennent ces blocages. C'est pour cela que je vais demander une enquête, une commission d'enquête, afin de comprendre l'origine de tous ces blocages pour pouvoir répondre de façon pérenne à ces problèmes. Alors donc, pour juste en revenir à votre parcours, vous n'avez pas encore été élu, vous n'avez pas de mandat, vous n'avez pas non, encore... mais j'ai travaillé pendant un certain nombre de temps avec... Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre parcours au sein notamment des associations? Vous en dirigez une? Exactement. Alors, ça fait plus de 20 ans que je suis engagée dans le milieu associatif. Et toutes mes actions étaient fortement ciblées pour l'éducation. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, l'éducation, c'est le fer de lance de toute société moderne et développée. Et donc, il y avait de l'éducation, mais je m'occupais également des personnes âgées. Parce qu'on a tendance à les oublier, notamment pendant cette campagne, on entend peu parler des projets qui visent à accompagner correctement nos personnes âgées. Il faudrait revaloriser notre savoir-faire traditionnel, il faudrait revaloriser notre façon de vivre ensemble en fait. Donc social, éducation, ce seront vos chevaux de bataille à l'Assemblée. Et économie. Économie. Et économie. C'est quoi la commission que vous visez en particulier? Alors pour l'instant aucune, parce que j'ai besoin de voir comment va se profiler cette Assemblée nationale. Il faut comprendre la matrice et j'irai là où sera l'intérêt de la population et l'urgence. Parce qu'il faut bien comprendre que il y a eu des personnes avant moi qui ont commencé un travail. Donc, en tant que chercheur, la première chose qu'on fait en sciences, c'est d'aller donc chercher qui a eu la même idée que nous pour avoir un point de départ. Bon, je ne pars pas de zéro. Il y a eu un travail qui a été fait en amont. Donc, il va falloir que j'étudie tous ces dossiers, que je vois ce qui a été fait, que je poursuive le travail de là où il faudra une poursuite. Et à partir de cela, lorsque j'aurai cette vision globale, je pourrai effectivement dire dans quelle urgence j'irai me mettre. En fait, c'est à partir de tous ces constats-là que vous avez eu envie de sauter le pas, puisque jusqu'à aujourd'hui, vous étiez sur le terrain. Vous êtes une personne qui allait donc, taper aux portes, etc. Pourquoi est-ce que vous voulez là vous lancer dans ce monde-là qui, on le sait, c'est compliqué, notamment pour une femme. En plus, malheureusement, en 2022, on en est encore là. Et pourquoi, en fait, passer ce pas-là? Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. C'est pas facile quand on n'est pas aux commandes des lois d'agir. Exactement, parce qu'en fait, il y a des blocages qui se font en amont. On aura beau vouloir mettre en place des actions sur le terrain, on va se retrouver avec les mêmes bloqueurs. C'est pour ça que je parlais d'établir une charte, un contrat d'engagement réciproque.
Le contrat d'engagement réciproque, c'est une façon en fait de garantir la protection du projet et restaurer la confiance entre le porteur de projet et la classe politique. Parce qu'ils ont besoin de travailler ensemble. Malheureusement, les porteurs de projet ne veulent plus ou ont cette espèce de défiance vis-à-vis de la classe politique. Ils ont peur qu'on leur prenne leur projet, par exemple, ou qu'ils vont s'engager dans des financements et le retour ne viendra pas, ou le financement sera beaucoup trop tardif. Donc il faut épurer tout ça, parce que le politique n'est pas supposé agir en concurrence avec le porteur de projet. Il est supposé amplifier son action. Donc il faut restaurer tout ça, et je pense que l'instauration d'un contrat d'engagement réciproque sera le premier pas vers cet équilibre-là. Alors par exemple, vous, votre association, celle que vous dirigez, elle agit notamment au niveau de l'insertion, de l'éducation, du soutien scolaire. À quelle situation vous avez été confronté et à quoi vous vous êtes heurté quand vous avez voulu lancer quelque chose et qu'on vous a dit c'est pas possible parce qu'il y a ça qui n'est pas mis en place? Je reprends l'idée de l'engagement, du contrat d'engagement réciproque. Alors je peux parler d'une anecdote, mais mes propos n'engagent que moi. Par exemple, j'avais mis en place un dispositif au sein d'un collège à la demande du principal de ce collège et d'accompagnement scolaire. On a eu d'excellents résultats. Du coup, un deuxième collège nous a contactés parce qu'ils se parlent entre eux. Ils nous ont dit: est-ce que vous pouvez mettre en place la même chose? Mais le faire bénévolement, c'est compliqué parce qu'il me fallait financer le salaire d'au moins un professeur. Donc j'ai contacté l'élu qui m'a... et je lui ai demandé pour une somme modique, 1 euro symbolique, juste pour payer le salaire de mon enseignant. Et il m'a répondu, c'est aux professeurs de faire leur travail correctement. D'accord. Et du coup, je me suis dit, bon, tant pis, je vais quand même le faire avec les moyens que j'ai. Et le principal de cet établissement scolaire me répond, désolé, on ne veut pas avoir de problème avec cet élu-là. Donc vous voyez les blocages. Vous êtes révolté. Tout à fait. Donc vous voyez, mais ça c'est un blocage parmi des dizaines d'autres. Et chaque porteur de projet a sa propre expérience. Donc, et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y avait un financement, une dotation dans le cadre de la politique de la ville. Ce financement, cette collectivité l'a perdu parce qu'elle ne l'avait pas utilisé. Donc, il refuse des projets, mais il n'utilise pas le financement. Donc, quand on me dit « Ah oui, mais il n'y a pas les moyens », beaucoup d'argent repartent en Guyane. Et vous estimez, parce que c'est pas la première fois qu'on entend ce constat, même un préfet précédemment avait pu le dire, alors là c'était pour les aides à l'eau à la Guyane, que ce blocage vient vraiment de cette rupture de confiance entre des élus. Exactement, parce que l'ego, la mauvaise foi a pris le pas sur le reste. Je discutais avec un ami docteur en sciences, et il me disait « Jessica, actuellement je vis avec 400 € par mois ». Et je lui demande « Mais pourquoi ?» Il me dit parce que je suis obligée de réinvestir tout ce que je gagne moi-même dans mon entreprise pour la développer. Et c'est une réalité aussi. Donc souvent on dit que la Guyane ne se développe pas, mais nous avons la matière grise pour permettre ce développement. Nous avons la volonté pour permettre ce développement, mais les blocages, qu'ils soient politiques ou financiers, parce qu'il faudrait qu'on m'explique pourquoi en métropole on peut faire un prêt plus facilement. Donc beaucoup de porteurs de projets vont ouvrir leur compte en métropole pour s'assurer d'avoir un crédit, ou aux Antilles. Alors que si vous êtes basé en Guyane, les contraintes sont beaucoup plus importantes. Ça crée une injustice, ça crée un décalage. Et il aurait fallu lever ces freins. Parce que le développement peut se faire. Nous avons les ressources et nous avons les personnes pour le faire. Mais il faudrait restaurer cette confiance entre ces deux institutions. Il est 13h et bientôt 30 minutes. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez poser vos questions en composant le 31 9000. En attendant, on poursuit avec vous, Mélodie. Donc oui, toujours un petit mot sur l'éducation. 10 000 enfants non scolarisés d'après les chiffres. Vous secouez la tête, c'est pour vous, c'est un constat d'échec. Mais largement. Et encore, on parle de ceux qui sont déscolarisés, on ne parle pas de ceux qui sont carrément en échec scolaire. À un moment donné, il va falloir se rendre compte que la structure pédagogique telle qu'elle est construite actuellement pour cette région est inadaptée. Nous sommes des descendants d'Afrique. Nous sommes des descendants amérindiens. On a besoin de pouvoir apprendre autrement. La pédagogie qui est actuellement la plus en vogue et celle qui est appliquée partout ne correspond pas à notre profil de public.
Il va falloir réajuster tout ça. Et comment est-ce que vous comptez agir au niveau de l'Assemblée quelle proposition de loi est-ce que vous avez déjà pensé Alors, j'aimerais alléger la loi, justement, et lever certains freins pour favoriser l'installation d'établissements scolaires divers. Privé? Exactement. Et qui puissent offrir autre chose, une pédagogie différente. Et qui dit privé dit fonctionnement, compris donc, par rapport à un financement. Donc est-ce que en Guyane, les parents ont les moyens de se payer des écoles? Vous seriez étonné de voir le nombre d'enfants issus de milieux de la classe moyenne, voire la classe, les classes les plus pauvres, faut appeler un chat, inscrits dans un établissement scolaire privé. C'est fini cette époque où on se disait... Le public, pour vous, il a montré ses limites là. Voilà. Parce que il y a la nécessité de... Ils comprennent que l'école est un tremplin. Donc ils feront le nécessaire à ce niveau-là. Après, charge aussi à nos collectivités de participer à cet effort, en mettant en place des bourses d'études, en accompagnant les porteurs de projets. C'est pour ça qu'on revient systématiquement au même point de départ. C'est l'accompagnement des politiques, des collectivités vis-à-vis des porteurs de projets. Et qu'on lève enfin ces blocages. Alléger la loi. Tout à fait. Sur cet aspect-là. Quel profil d'établissement privé à ce moment-là? De type religieux ou peu importe? Parce qu'il existe plusieurs types d'établissements privés. En France, ça fait débat par rapport à... Oui, parce que, vous savez, j'ai vécu énormément à l'international. Et à l'international, ce n'est pas des choses qui dérangent. Sauf qu'en France, l'école de la République est encore très présente. Exact. Et pour convaincre. Et du coup, j'aime l'idée de pouvoir choisir. Donc, offrir une offre variée, c'est offrir une offre variée. Que ce soit religieux, hors contrat, peu importe. Que chaque parent ait la liberté de choisir. Avec le contrôle de l'État, s'il le faut. Avec le contrôle de l'État, parce qu'effectivement, on est rentré dans une période où il y a des extrêmes qui essayent de s'installer et d'instrumentaliser notre jeunesse. Il ne faut pas nier cet aspect-là. Mais ne pas tomber non plus dans cette hyper-paranoïa et tout bloquer. Vous savez, dans nos institutions, on a pour habitude de jeter l'eau du bain avec le bébé dedans. Je ne sais pas si vous voyez l'image. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté, on va tout bloquer au lieu de cibler la difficulté et travailler, traiter cette difficulté. Vous avez vu du bon à prendre, en gros, dans des écoles privées, dans d'autres pays, de votre expérience? Tout à fait. Avec des résultats. Bien évidemment, ils ont un niveau d'excellence académique qui, pour moi, est une référence. Et ces enfants sont intégrés dans les plus grandes écoles parce que ils ont eu la possibilité d'apprendre différemment. Et nos jeunes ont besoin d'apprendre différemment parce que c'est un public différent de celui qu'on peut retrouver en métropole. Alors, nous avons un auditeur qui donc, a appelé. Georges, bonjour. Oui, bonjour madame. Une question pour madame Delaronné. Oui, justement, ça c'est les personnes qui bougent pour la Guyane française pour plus tard. C'est pas les gens qui viennent avec tous les gros mots, avec tous les travaux ils ont déjà. Ça c'est une jeune pour voter pour. Et si pas des seulement, ça c'est la première fois que je trouve quelqu'un qui parle la vérité, franchement, sur la radio, pour toutes les populations, pour la Guyane française. Les gens qui viennent là avec tous les gros mots, et qui déjà politique, qui font rien pour la Guyane, s'il te plaît, il ne faut pas voter pour eux. Ça c'est pour une jeune, s'il te plaît, votez pour qui fait ça là, pour Georges, parler vous avez la une présidente. question. Merci pour votre réaction. Vous avez une question à poser à madame Dela? Madame, s'il te plaît, continuez comme ça. Ça fait trop longtemps que je suis à la Guyane française, et puis la Guyane française va descendre. En d'esprit monté, il va descendre. S'il te plaît, continuez comme ça. Et puis, on va dire tout le monde la Guyane, ça c'est un jeune pour voter. C'est pas voter par Facebook là, et puis toutes les magouilles, tous les gros mots, et puis un il par là. Merci, Georges. Merci, madame. Merci beaucoup, Georges. Merci. Là, ça rejoint un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure avec cet aspect politique où les gens viennent là. Je pense c'est aussi son ressenti en tant qu'auditeur. Madame Delaronné, vous êtes docteur en sciences de l'environnement. Un mot sur l'environnement à présent. Votre position par rapport aux différents dossiers qui piétinent en Guyane, je pense notamment en premier lieu à la centrale du Larivot. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre maintenant? Alors, j'estime
que le développement de la Guyane ne peut et ne doit se faire que par du durable. Parce que ça va être notre fer de lance. C'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir à l'international et de montrer, regardez, l'exemple à suivre est en Guyane. Mais, il y a forcément un mais, il ne faut pas négliger les urgences. Développement durable ne veut pas dire blocage. Je suis scientifique, en sciences de l'environnement. C'est la première chose qu'on m'a appris. Si tu ne trouves pas de solution, c'est que tu ne fais pas bien ton travail. Donc, si la solution est de passer par une solution peut-être non durable, mais limitée, exactement, limitée dans le temps, avec la garantie qu'au bout de ce laps de temps, il y aura effectivement une action durable pour pérenniser et du coup pour faire cette transition énergétique, alors oui, ce dossier-là peut être validé. Mais il faut que systématiquement, la condition sine qua non de ces situations d'urgence puisse aboutir vers du durable. Concrètement, là, il faudrait que le dossier soit mieux ficelé, déjà. Qu'on puisse proposer quelque chose... Ils ont manqué d'anticipation, selon vous. Exact. Même là... sur l'emplacement, sur juste la présentation globale du dossier. Surtout, c'est la volonté politique. Pareil, je vais citer une autre anecdote. J'ai été échaudée par tellement de... J'ai travaillé avec beaucoup de politiques, mais j'ai été échaudée par la quasi-totalité. Donc j'ai travaillé dans une commission sur le développement durable. Et j'avais proposé déjà des solutions alternatives pour faire cette transition énergétique. Et l'élu m'a tout simplement répondu, ton projet il est génial, mais sauf que pour le réaliser, il va me falloir plus d'un mandat. Donc le projet a été rejeté, tout simplement. Donc vous voyez encore, on est toujours dans les mêmes problématiques où les valeurs humaines prennent le pas, du moins les valeurs, les déviances, les comportements déviants prennent le pas sur l'intellect et la nécessité de la population. Donc, il y aurait eu moins d'ego et de mauvaise foi, il n'y aurait pas eu cette carrière politique à alimenter, il aurait déjà démarré ces actions. Et à l'heure actuelle, on n'aurait pas été en train de chercher une centrale d'urgence. Vous préconisez quoi concrètement pour la Guyane en termes de transition énergétique au niveau de... Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que ce n'est pas dans le cadre de ma candidature, mais... Et ce projet ne m'appartient plus parce que je l'ai cédé à cette personne. Mais effectivement, il faudrait se rapprocher. Et c'est aussi pour ça que je parle des entreprises locales, parce qu'il y a énormément d'entreprises guyanaises qui travaillent justement sur des projets comme ceux-là. Et c'est à eux de prendre la parole. C'est à eux de dire exactement, voilà, nous on propose de mettre ça en place. Et quant au projet que je lui ai proposé, il est à lui, il en fait ce qu'il veut. Alors, nous repartons sur le standard. Donc, nous avons Serge au téléphone. Il a une question. Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc, ma question, c'est pour savoir de votre projet, l'avenir de nos Gogons, comment vous le voyez? S'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors juste peut-être noter la question, puisqu'on oui, a un autre auditeur. D'accord. On accueille maintenant Jean-Marc qui doit poser sa question. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. On vous écoute, vous pouvez poser votre question à Jessica Delaronnais. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour à toute la Guyane. Mais je veux juste te dire, c'est pas une question, c'est juste une approbation. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Et l'invité qui a appelé tout à l'heure, l'auditeur qui a appelé tout à l'heure, je suis d'accord avec lui aussi, juste avant celui d'avant moi. Pour dire que, effectivement, on parle beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien. Et je suis d'accord avec vous et l'auditeur. C'est ce que je voulais dire. Parce que vous avez parlé, il a parlé derrière, juste après vous, et je les rejoins. Parce que j'ai un gars qui bouge beaucoup. Je vais partout, un peu partout, et puis je trouve toujours des divergences. Maintenant, j'ai enfin trouvé 2 personnes qui disent la même chose aux antennes. Alors, c'est là que je veux dire. Merci Jean-Marc. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc. T'as mon soutien. Jessica Delaronnais, donc. Alors, pour nos Gogons, on a une tradition chez nous. Hein. Nos Gogons grandissent avec nous, ils vieillissent avec nous, et c'est ce qui permet de les maintenir très longtemps avec nous. Malheureusement, la vie active, la vie moderne n'est plus celle d'avant. Les enfants ne peuvent plus rester à la maison, s'occuper des grands-parents. Donc il faudrait faciliter les aides à domicile, faciliter l'accompagnement des
des enfants qui choisissent de garder leurs parents avec eux. Il faudrait faciliter tout cela parce que ça complique énormément la tâche des familles modernes. Donc, ce serait créateur d'emplois aussi. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je vous dis, nous avons les solutions localement parce qu'on a un mode de vie qui ne doit pas changer. Il faut qu'on conserve ce mode de vie. Nous, quand on a grandi, Timoun, les petits-enfants étaient présents. On était dans l'intergénérationnel. Maintenant, on va sortir les grands discours autour de oui, on va mettre en place des activités intergénérationnelles. Mais on a inventé le concept, j'ai envie de dire, en Guyane. Donc, continuons à nourrir ce mode de vie, mais accompagnons-le correctement parce que les réalités d'avant ne sont plus les réalités de maintenant. Même économiquement, il faut accompagner. En fait, c'est exactement comme pour le handicap, on se retrouve face aux mêmes problématiques. On veut tout institutionnaliser alors qu'on est en capacité d'accompagner et de gérer nos personnes handicapées et nos grands-parents et nos parents vieillissants. Mais il faut de l'aide. Il faut une aide humaine, financière par derrière. Donc guyaniser, on va dire un peu ce concept de prise en charge de nos parents et grands-parents. Exact. C'est-à-dire de refaire ce qui se faisait avant selon vous. Oui, et apporter une aide, laisser les porteurs de projets faire leur travail finalement. 13h42, je rappelle aux auditeurs, nous sommes encore pendant 3 minutes ensemble en direct avec Jessica Delard-René. On accueille tout de suite Laurent pour poser sa question. Bonjour Laurent. Oui, bonjour madame. Bonjour Laurent. J'aimerais juste savoir si ça rentre dans le cadre de vos compétences. Le plan de mer, cette taxe qui empêche aux porteurs de projets de pouvoir se retrouver, puisqu'on achète déjà pour certains produits de la métropole. Et en plus, ici, on a un océan de mer qui nous paralyse. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire là-dessus? Alors, il faut savoir que le député est le relais des besoins de la population. C'est lui qui va porter la parole du peuple au plus haut niveau. Donc, si le peuple me dit qu'il y a un problème à ce niveau-là, je ferai remonter ce problème. Mais il faut qu'il y ait une consultation populaire. Je suis pour la démocratie participative. Il faut consulter la population sur ce sujet et que la population décide. Et non pas les élus qui vont vous dire A un jour, B l'autre jour, C. Non, que la population puisse être consultée et donner son avis sur le sujet. Un mot à présent, il ne reste plus beaucoup de temps, sur le tourisme. Vous avez dit que vous avez énormément voyagé. Comment rendre notre territoire, vous êtes parti, comment rendre notre territoire attractif, faire venir les gens? Je parle notamment de la desserte aérienne. Vous avez vécu au Mexique, vous êtes passé par Paris. Mais bien sûr, comment aller en Afrique? L'Afrique est en face. Ça fait partie de tous ces blocages pour lequel on n'arrive pas à mettre un nom, on n'arrive pas à mettre une origine, on n'arrive pas à comprendre mais pourquoi est-ce que c'est comme ça ici. Il faut demander des commissions d'enquête. Il faut demander des commissions d'enquête et j'irai même plus loin, mobiliser la communauté internationale, mobiliser l'opinion publique par rapport à ce problème. Les difficultés que l'on rencontre sont inacceptables. Malheureusement, on reste entre nous, on se plaint entre nous et on pleure entre nous. Non, allons voir, allons parler ailleurs de ce qui se passe chez nous, pour que la communauté internationale, l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, se mobilise à nos côtés. C'est-à-dire trouver l'origine du mal, mettre un nom sur la pathologie pour pouvoir ensuite bien la soigner. Pour l'instant, voilà. vous pensez qu'on met des pansements sur une jambe de bois. Exactement, parce que tant que le premier pas vers la résolution d'un problème, c'est d'identifier correctement ce problème et déjà d'admettre qu'il y a un problème, parce que certains vous disent que non, qu'il n'y a pas de problème, s'il y a un problème. Donc identifier correctement ce problème et à partir de là, on pourra se mobiliser et faire ce qu'il faut. Jessica Delard-René, merci beaucoup. On est à quelques secondes de la fin de cette interview. Rappelez le nom de votre remplaçant. Alors, c'est Naomi de Tournelle. Voilà, donc on vous retrouve ce soir lors du débat. Franck, c'est bien ça. Madame Delard sera en débat ce soir de 17h à 18h. C'est bien cela, donc Patrick Clark pour vous recevoir avec les autres candidats donc ce soir à partir de 17h, c'est bien ça? Voilà, jusqu'à 18h. Et possibilité pour les auditeurs une nouvelle fois de poser la question au 31 9000. Merci beaucoup Mélodie. Merci à vous. Merci. Au revoir aux auditeurs.